Bonjour, c'est Michel Drac. Alors aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre, je ne fais pas non plus une vidéo d'actualité. Aujourd'hui, je réponds aux questions très nombreuses suscitées par ma vidéo d'actualité de février. Je voudrais d'abord cependant faire une remarque d'ordre général. J'ai vu qu'un certain nombre d'internautes, y compris un monsieur Naprava qui a carrément fait une vidéo pour me poser des questions, ont interprété un certain nombre de mes propos en pensant en quelque sorte que je formulais des prévisions et que je leur disais en gros il va se passer quelque chose. Je voudrais simplement dire la chose suivante, je ne fais jamais de prévisions parce que tout simplement, s'agissant du système global, il est impossible de faire des prévisions. Impossible. En revanche, ce que je dis parfois, c'est certains scénarios me paraissent plus probables que d'autres. Donc s'agissant de l'éventualité d'une crise économique majeure pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, je n'ai aucune certitude. Je ne voudrais surtout pas céder à l'attrait malsain d'un certain discours catastrophiste. Je dis simplement que quand on regarde la situation de l'économie globale actuellement, on voit très bien que ces facteurs de fragilité structurelle sont très nombreux, que les crises, une fois qu'elles seront ouvertes, vont se nourrir les unes les autres, et que par conséquent la répétition du scénario de 2008 sous une forme différente est très probable. Je ne dis pas c'est certain, je dis c'est très probable. Est-ce que ça va arriver avant 2022? Eh bien là encore, je pense que c'est assez probable, parce que tout de même, tenir encore en équilibre 4 ans comme ça, quand on regarde l'état des lieux, avec la perspective d'un retournement cyclique très probable avant 2022, j'y reviendrai, ça paraît très difficile. Alors, un monsieur Yi Wen me dit, je cite, « Le business de complotisme, catastrophisme, ça rapporte depuis des années. » Écoutez, ça rapporte peut-être, mais moi ça ne me rapporte pas. La seule chose que ça me rapporte, c'est les droits d'auteur sur mes livres. Et bon, actuellement, ça représente un peu moins de 5% de mes revenus, si vous voulez. Donc c'est vraiment pas pour l'argent que je le fais, hein, soyons clairs. On nous prêche l'apocalypse depuis des années. Je vous l'expliquer. Non, je ne prêche pas l'apocalypse. Et ça tarde à venir. 3 points de suspension. La preuve que vos analyses sont des caricatures du baratin de pseudo-dissidents nationaux, blablabla. Bon. Alors, le fait qu'une catastrophe ne se produise pas, jusqu'ici, ne prouve absolument pas que l'analyse de quelqu'un qui dit qu'elle peut arriver dans un avenir proche est erronée. Cette analyse peut très bien être erronée. Je n'ai jamais eu de problème à reconnaître mes erreurs, je n'ai jamais eu de problème à écouter les gens qui me donnaient des arguments valables, susceptibles de me faire changer d'avis. J'ai toujours été capable de changer d'avis, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais l'argument de M. Yi Wen ne tient absolument pas la route. Le fait qu'une catastrophe ne se produise pas, pendant un certain temps, ne dit absolument rien sur la probabilité pour qu'elle se produise plus tard. En fait, c'est même plutôt le contraire. En fait, le seul moment où vous pouvez raisonnablement penser qu'il est assez peu probable pour qu'un système s'écroule, c'est quand il est à peine émergent parce que le système précédent vient de se casser la gueule. C'est-à-dire que le seul moment où vous êtes à peu près sûr qu'il n'y aura pas de catastrophe, c'est quand de toute façon la catastrophe vient d'avoir lieu. Alors, plusieurs internautes, je pense en particulier à un monsieur Zarkos, font des comparaisons entre ce que je dis et ce que dit monsieur Jovanovic. Alors, je ne sais pas exactement ce que dit Pierre Jovanovic, donc je ne sais pas si ce que je dis est ou pas si proche que ça de ce qu'il dit. Très honnêtement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, donc je ne sais pas. Il va falloir que je me renseigne. Mais je voudrais préciser une chose concernant les notions que j'emploie. D'abord,
quand je parle d'effondrement, je ne parle pas simplement de crack. Je ne parle pas simplement de récession extrêmement brutale, et je parle encore moins simplement de retournement cyclique, si vous voulez. Ce que je dis, c'est qu'avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, nous aurons très probablement un retournement cyclique. C'est très probable. Ce que je dis aussi, c'est que il est possible, c'est pas certain, mais c'est possible, que ce retournement cyclique ne déclenche une nouvelle crise de la taille de celle de 2008, ou même plus grosse, et là, ça pourrait ressembler effectivement à une très grande récession, à une très grande dépression. En revanche, je ne dis pas que ça va nécessairement déboucher sur un effondrement. Parce que, pour moi, ce que j'appelle effondrement, c'est pas simplement une récession. C'est pas simplement une très grande récession. C'est le moment où les entités politiques se disloquent et où les chaînes logistiques longues que les régulations politiques permettaient d'organiser cassent. C'est là qu'il y a un effondrement. C'est-à-dire que l'effondrement, c'est pas quand il y a plein de gens au chômage, que vous êtes au chômage et que vous n'avez plus rien sur votre compte. L'effondrement, c'est quand vous avez de l'argent sur votre compte, éventuellement, mais quand vous mettez votre carte bleue dans le distributeur, il ne se passe rien, parce qu'au bout, il n'y a plus de banque. Parce que la liaison est coupée. Parce que les distributeurs sont plus approvisionnés. Ça, c'est l'effondrement. Ça, c'est une première chose. Je voudrais clarifier bien cette distinction, pour que les gens comprennent bien de quoi je parle. Je ne suis pas en train de vous dire il va y avoir un grand effondrement d'ici à 2022. Ça me paraît assez peu probable, en fait. Je suis en train de vous dire qu'il est assez probable qu'il y ait une crise majeure, très violente, assez catastrophique d'ailleurs, sans aller jusqu'à l'effondrement complet, mais assez catastrophique, et il me semble très probable qu'il y aura un retournement cyclique. Donc il y a une gradation, si vous voulez, dans la gravité des événements, et je ne suis pas en train de vous expliquer que tout va s'écrouler demain matin, pour dire les choses simplement. Par ailleurs, concernant le scénario qui pourrait amener un crack, je voudrais signaler une chose qui transparaît clairement dans mon livre, Voir Macron, mais qui n'apparaît pas dans la vidéo d'actualité que j'ai fait le mois dernier. Dans mon esprit, en fait, le facteur déclenchant d'un crack a de très fortes chances d'être un désaccord à l'intérieur des classes dirigeantes. Je pense que tant qu'ils sont à peu près d'accord entre eux, à l'intérieur des classes dirigeantes du capitalisme occidental, tant que entre la Federal Reserve et l'administration Trump aux États-Unis, entre les grands pays européens en Europe et entre ces grands pays et la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Et enfin, entre la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque d'Angleterre, et aussi entre la Commission européenne et l'administration Trump, particulièrement le ministère du Commerce, tant qu'il n'y a pas de rupture ouverte, tant qu'il n'y a pas de guerre entre eux, en quelque sorte de guerre entre alliés, je pense qu'ils ont quand même une très grande capacité à éviter le krach financier. Mais en même temps, je pense qu'il est assez probable qu'ils vont avoir des gros problèmes de coordination, peut-être pas jusqu'à la guerre ouverte entre alliés, si vous voulez, mais oui, une parenthèse sur cette notion de guerre entre alliés que je viens d'employer. Là aussi, je fais référence au type de scénario que j'évoque dans mon livre Voir Macron. Aujourd'hui, on vit sur une planète, si vous voulez, où des gens qui sont alliés sur un terrain d'opération peuvent très bien être ennemis sur un autre terrain d'opération. Et vous avez constamment des guerres entre alliés et des alliances entre ennemis. C'est ce qui explique la complexité de la situation actuelle. Bon, alors pour en revenir à ce que je disais, tant qu'il n'y a pas de guerre entre alliés ou de vrais très grands problèmes de coordination à l'intérieur de la sphère occidentale, je pense qu'ils ont quand même pas mal de moyens au niveau des banquiers centraux pour empêcher le krach. Mais je pense aussi qu'ils sont très près du moment
où ils n'arriveront plus à se coordonner parce que les forces centrifuges deviennent trop fortes à l'intérieur de leur ensemble, et c'est pour ça que je pense qu'un crack devient assez probable sur le fond. C'est-à-dire que j'entends très bien l'argument des gens qui me disent « Oui, mais avec le quantitative easing, ils peuvent toujours relancer la machine. » Oui, mais encore faut-il qu'ils en aient envie. Encore faut-il que tout le monde ait intérêt à ce que ça se passe comme ça. Il y a des gens qui peuvent très bien décider à un moment que non, eux, ils veulent qu'il y ait un crack. Parce qu'un crack, c'est un bon moyen pour centraliser le pouvoir. C'est dans cette optique-là aussi que je parle de perspective de crack. Alors, Ferdinand Ribus me pose la question suivante. Il me dit vos projections ne sont pas rassurantes mais restent plausibles. Bien sûr, nos médias ne les évoquent pas du tout, hormis quelques revues spécialisées. C'est à se demander si les stratégies chinoises et russes et si la recomposition des polarités géopolitiques sont prises en considération par nos propres dirigeants. Ignorent-ils ces problématiques ou feignent-ils seulement de les ignorer ? Je pense qu'ils ne les ignorent absolument pas. Je pense même que c'est au cœur de leur réflexion, très clairement. Par contre, en public, ils ne vont pas en parler, parce que s'ils se mettaient à en parler en public, s'ils se mettaient publiquement, si vous voulez, à porter sur la place publique du débat politique français, je dirais, accessible au grand public, au public qui se renseigne par la télé, ces questions-là, une grande partie de leur argumentaire intérieur, en politique intérieure, exploserait en plein vol. En particulier, vous voyez que on a affaire à des dirigeants qui quand même sont en train manifestement de chercher un bouc émissaire à leurs échecs, de chercher un ennemi extérieur vers lequel détourner les colères. Et à cet égard, on voit très bien que la Russie de Vladimir Poutine, pour des raisons d'ailleurs difficiles à comprendre, a été choisie comme bouc émissaire. Je dis que c'est assez difficile à comprendre parce que normalement, la particularité d'un bouc émissaire, c'est qu'il est faible. Hein, je veux dire, vous êtes un nazi en 1930, vous avez besoin d'un bouc émissaire pour ressouder la communauté nationale allemande, vous choisissez le juif parce que bon, les juifs sont faibles à l'époque en Allemagne. La faiblesse, c'est pas franchement le terme qui caractériserait le mieux la Russie de Vladimir Poutine. Donc c'est un petit peu étonnant qu'ils aient choisi ce bouc émissaire-là, mais bon, ils l'ont choisi. S'ils se mettaient à expliquer le vrai problème posé par les routes de la soie, le vrai problème posé par l'émergence d'un capitalisme d'un type nouveau, asiatique, qui menace la prédominance globale du capitalisme occidental, à ce moment-là, beaucoup plus de gens en France pourraient comprendre pourquoi on leur ramène comme ça constamment le problème entre guillemets russe, le problème entre guillemets Vladimir Poutine. Et ça détruirait une grande partie de l'argumentaire qui est déployé pour essayer de maintenir les gens finalement dans une attitude générale favorable aux visées du pouvoir, l'argumentaire, n'est-ce pas, bien connu sur le thème « nous, la démocratie, contre eux, les horribles tyrans asiatiques ». Alors il y a une question qui revient souvent, par exemple, je citerai M. Raphaël B. Qu'est-ce que j'ai contre Trump? Bon, il y a plusieurs internautes qui disent « oui, tu as quelque chose contre Trump, etc. C'est pas bien, Trump, c'est bien, etc. » Bon. Je n'ai rien contre Donald Trump. Je l'ai dit, je le préfère largement à Hillary Clinton. Il a ses bons côtés. Il a ses bons côtés. Il est en train réellement de changer la politique aux États-Unis. Il a indiscutablement réussi à mettre un sacré bordel dans le grand projet mondialiste de libre-échange tous azimuts. Il est peut-être en train de faire exploser la mondialisation en plein vol. Je ne suis pas sûr entre nous qu'il l'ait complètement calculé. Moi, je crois que ces annonces protectionnistes visent surtout à préparer des positions de négociation. Je ne crois pas qu'il veuille remettre en cause
le système du libre-échange mondialisé. Je crois simplement qu'il veut changer les termes de l'échange à l'avantage des États-Unis. Mais on ne sait jamais, comme le type est quand même un gars qui n'hésite pas, qui va dans l'outrance, il peut faire un faux mouvement, et là on ne sait jamais. Bon, donc, il est en train manifestement de tenter en tout cas de flinguer les GAFA, ce qui est très important parce que c'était des puissances privées qui commençaient à devenir si grosses, si puissantes, avec des trésoreries si énormes, qu'elles menaçaient en fait le pouvoir de l'État américain lui-même. Donc ça c'est pas mal. Alors, sur l'immigration, bon, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'effets de manche, mais enfin quand même, il a au moins eu le mérite de poser un certain nombre de problèmes clairement. Il a fait bouger les lignes. Maintenant, on peut parler de certains sujets. C'est bien tout ça. Je veux dire, non, mais je l'aime bien, Trump, sur plein de questions. Simplement, qu'est-ce que je dis sur Trump? Je dis deux choses. D'abord, je dis, c'est pas parce que ce mec est largement préférable à Hillary Clinton qu'on va me faire aimer un milliardaire star de la télé-réalité qui a quand même vendu sa marque dans une émission de télé-réalité où il spectacularisait le processus des nouvelles dominations dans le système capitaliste par sa capacité d'exclusion. C'est pas You're fired. Bon. Donc on va pas me faire aimer ce genre de mec simplement parce que je le préfère à Clinton. Faut pas non plus me prendre pour un con. Ce type est un capitaliste. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut sortir du capitalisme. Et puis une deuxième chose, je reste très attentif à tout ce qui se passe autour de l'affaire Trump, en essayant de garder du recul, de ne pas me laisser gagner par un enthousiasme facile, parce que ce que je redoute en gros, c'est que Trump serve à porter les chapeaux. Moi je me dis que... Bon là on va voir comment vont se passer les élections de mi-mandat aux États-Unis. Manifestement, les candidats républicains ont besoin de l'appui de Trump parce qu'il est très populaire dans la base électorale du Parti républicain. J'ai des gens qui votent aux primaires républicaines. Mais après, quand il va falloir passer devant la population, là on va voir comment ça va se passer et ça risque d'être moins brillant. Et je pense que s'il est fragilisé par les élections de mi-mandat, il va commencer à devenir l'albino alligator. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas l'albino alligator, c'est un film excellent, un film noir des années 90 qui s'appelle Albino Alligator. Ça fait référence à une tactique du billard américain qui fait elle-même référence à une pratique qu'auraient, semble-t-il, les alligators de Floride, qui sacrifient un des leurs pour gagner un territoire. Et je crains que ce pauvre Donald Trump ne se fasse albino-gatoriser dans le courant de son mandat, dans la deuxième moitié de son mandat. C'est pour ça que je fais bien attention à ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai pris la peine de lire le bouquin de Michael Wolff, Inside the Trump White House. Alors il y a des gens qui ont dit oui, pourquoi Drake perd son temps avec ces histoires un peu tabloïdes. C'est vrai que c'est un peu tabloïd, bon, d'ailleurs c'est vrai que c'est drôle en plus, c'est aussi une raison de lire le bouquin. Mais c'est surtout que c'était intéressant de commencer à essayer de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de la Maison Blanche. Or c'est un témoignage. Finalement, j'ai regardé les réactions aux États-Unis. Wolff a été très attaqué sur des points de détail, mais sur l'esprit général de ce qu'il décrit, ça n'a pas été remis en cause. Hein. Donc c'est quand même intéressant. Enfin, sur Trump, je voudrais faire remarquer une chose. La politique qu'il est en train de mener. Bon, il y a des internautes qui m'ont dit que je sous-évaluais son impact, que par effet horizon, elle expliquait l'accélération de la croissance américaine. Oui, peut-être. Peut-être. Il y a sans doute un effet horizon lié à la relance Trump, et ça explique en partie l'accélération de la croissance américaine. Mais on parle de quoi? On parle de rien. On parle d'un petit surcroît de croissance de 1 point ou 2 points. Est-ce que tout ça, ça répond vraiment aux questions structurelles posées par le système américain? Non. Non. Ça ne fait que permettre éventuellement de faire durer un petit peu ce système, en modifiant les termes de l'échange en faveur des États-Unis,
et en ouvrant toutes les vannes monétaires dans l'espoir que ça va enfin relancer la machine et ramener une vraie période de croissance. Mais ça résoudra aucun problème structurel. Sans nier toutes les qualités de Donald Trump que j'ai rappelées avant, je pense qu'il y a quand même une chose qu'il faut garder en tête. Trump ne répond pas à la question de fond. L'Amérique s'est construite par et pour le capitalisme. Et en réalité, aujourd'hui, le fond du problème, c'est que la logique d'expansion du capitalisme n'est plus adaptée à la condition objective de l'espèce humaine sur sa niche écologique. Il ne répond pas à cette question-là. Et c'est pour ça que même s'il a des bons côtés, moi je ne considère pas que ça soit dans l'absolu, en quelque sorte, ce dont nous avons besoin. Après, je lui suis éternellement reconnaissant de nous avoir évité Clinton, parce que je pense sincèrement, quand je vois ce qui est en train de se passer, quand je vois ce que les Britanniques essayent de faire avec les Russes, avec l'affaire Skripal, quand je vois le niveau d'hystérie atteint par l'OTAN, par certains dirigeants de l'OTAN, je me dis en gros que si on avait eu Clinton à la Maison-Blanche, là franchement je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Donc pour ça, merci au Donald. Mais encore une fois, non, ça ne va pas faire de moi un fan du Donald. Voilà, j'espère que là j'ai été bien clair. Autre question de plusieurs viewers, quand est-ce que je vois la fin de l'euro? Alors d'abord, encore une fois, je ne vois rien, je ne suis pas Madame Soleil. Bon. Ensuite, je pense simplement que ça va être quand même compliqué de tenir le système en l'état encore longtemps. Ça craque de partout. Je veux dire, l'Italie est ingouvernable, l'Allemagne est à la limite de la gouvernabilité. Moi, je ne sais pas combien de temps le machin là, va tenir entre l'actuelle grande coalition qui est plus si grande que ça. L'Espagne est au bord de l'explosion. La question de l'indépendantisme catalan n'est pas du tout résolue. La France est menacée de paralysie pour des raisons sociales, avec une grève dont on ne sait pas si elle va déraper ou pas. Il y a une sorte d'ambiance de pré-mai 68, de 50e anniversaire, allez, pour fêter ça, on recommence, qui est dans les tuyaux, là, ça c'est assez palpable quand même. Bon, les Britanniques, alors là je dois dire, ils partent assez gravement en vrille en termes de politique internationale, ça ne veut pas rien dire à mon avis. On a là encore quelque chose d'intéressant qui sont les cahiers des charges que l'OTAN veut imposer aux pays européens pour faciliter la circulation des troupes de l'OTAN à travers l'Europe. Tiens, on en parlera là dans la prochaine vidéo d'actualité. Bref, on a tout un tas de signaux qui montrent que le système est au bord d'une situation où il devra soit se défaire, soit se refaire. Et ça concerne aussi l'euro. La BCE continue à comprimer ses QE. En fait, c'est grâce au QE que jusqu'ici l'euro n'a pas explosé. Si la BCE, comme elle semble vouloir le faire, sort de sa logique de soutien à l'économie, franchement, et si elle fait ça à partir du 4e trimestre 2018, dans ce contexte-là, avec cette Italie ingouvernable, avec cette Allemagne à la limite de l'ingouvernabilité, avec cette France au bord du conflit social, avec cette Espagne sur le point d'exploser, avec cette Grande-Bretagne qui devient complètement hystérique sur le plan des relations extérieures, oula, il va se passer quelque chose si vous voulez. Alors est-ce que ça va être l'explosion de la zone euro, ou est-ce que ça va être une crise de l'euro débouchant sur sa refondation sous une forme différente? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera la fin de l'euro ou la refondation de l'euro. Ça peut être plein de choses. Mais à mon avis, il va se passer un truc, et je ne le situe pas dans très longtemps, si vous voulez. Après, je peux me tromper, encore une fois. Mais quand même, franchement, combien de temps ça peut durer, un truc comme ça? 1 an? 2 ans? 3 ans? Bon. Non, il va se passer un truc. Alors une question intéressante de Custom Groove Box.
Comment j'explique que l'Islande ait pu refuser le diktat bancaire? Je vous propose les réponses, le cocktail de réponses suivantes. Homogénéité ethnique. Un pays difficile à diviser contre lui-même. Un pays caractérisé par un ratio importance géostratégique sur poids économique énorme. C'est-à-dire que l'Islande est très importante sur le plan géostratégique et son poids économique est dérisoire. Donc finalement, du point de vue des puissances du capitalisme occidental, en particulier les Britanniques et les Américains, c'est très important de ne pas fâcher les Islandais et ça coûte pas très cher finalement de ne pas les fâcher. Et puis enfin, inventivité, capacité d'innovation, parce que l'Islande, c'est pas seulement l'île des volcans, c'est aussi l'île des data centers, par exemple. C'est une économie très avancée sur le plan technologique. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir refuser le diktat des banques? Il faut d'abord ne pas pouvoir être divisé contre soi-même, donc l'homogénéité ethnique, où l'on comprend pourquoi les forces transnationales veulent absolument qu'il y ait de l'immigration dans tous les sens. Il faut un ratio poids géostratégique sur importance économique important pour pouvoir, en quelque sorte, dire vous n'allez pas me gérer que dans une perspective économique. Et il faut de l'inventivité, une capacité d'innovation. Est-ce que la France a ça? Le poids géostratégique, oui. L'inventivité, la capacité d'innovation, ouais, quand même. On n'est quand même pas non plus la Moldavie, quoi. J'ai rien contre les Moldaves, hein, mais voilà, bon. Mais l'homogénéité ethnique, et voilà. Et voilà tous les bien-pensants de la gauche sans frontiéristes qui veulent lutter contre le capitalisme no passaran, mais qui en même temps ne veulent pas défendre l'homogénéité ethnique de leur pays. Et ben voilà, vous l'avez dans l'os, les gars. Voilà ce que je pense. Voilà, pour moi, voilà ce qu'enseigne l'exemple islandais. Soit dit sur un ton un peu provocateur, parce que j'aime bien chercher de temps en temps. Question de Benoît Digny et de Séchibre. Est-ce que je ne ferais pas par hasard une petite fixette sur l'Algérie? Alors, bon, d'abord, merci de me faire cette remarque, parce que c'est vrai, je me suis réécouté, je me suis mal exprimé. Est-ce que je fais une fixette sur l'Algérie? Oui, sans doute un peu comme beaucoup de Français. En même temps, c'est le seul pays au monde, à ma connaissance, où dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le pouvoir dit que c'est la faute à la France. Bon, alors, forcément, de ce fait, on fait un peu attention, quoi. Bon. Et puis, d'autre part, je ne nie absolument pas que tout le Maghreb soit en train de dériver. Que le Maroc et la Tunisie soient au bord du crack, c'est évident. D'ailleurs, dans ma vidéo, je ne parle pas du Maroc et de la Tunisie, je dis pas le Maroc et la Tunisie, ça va bien. J'ai juste l'Algérie, ça va pas bien. Mais effectivement, le Maroc et la Tunisie, dans l'absolu, sur le plan économique, ça va encore bien pire. Seulement, l'Algérie pose trois petits problèmes spécifiques qui font que même si elle est dans l'absolu plus riche, bien plus riche d'ailleurs que la Tunisie, et même plus riche que le Maroc, il n'en reste pas moins qu'elle soulève des problèmes particuliers. D'abord, elle a longtemps fonctionné avec une rente pétrolière. Est-ce que ça va durer? Alors les sons de cloche, comme d'habitude, sont très divers, mais enfin, il semble bien que la rente pétrolière soit sur le point de décroître vraiment très fortement. Ça va changer la donne. Et à la limite, si vous voulez, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais bon, les Marocains, ils avaient rien, ils continueront à avoir rien. Ils vont souffrir, mais ils ont l'habitude. Les Algériens, ça va leur faire drôle si la rente pétrolière disparaît. D'autre part, c'est un pays qui risque d'entrer dans une phase d'instabilité politique importante. CF l'affaire Bouteflika, n'est-ce pas? Donc, wait and see, on va voir ce qui va se passer. Et puis, c'est un pays où on a vu quelques évolutions récentes du pouvoir sur la question kabyle, ça ne veut pas rien dire, ça veut bien dire qu'ils doivent s'inquiéter. Visiblement, en tout cas vu de l'extérieur, c'est l'impression que ça donne, Alger cherche à donner des gages en quelque sorte
aux Kabyles pour éviter que ça dégénère, donc c'est bien qu'il y a un danger. Et puis troisième point, c'est le plus important, la différence entre le Maroc et l'Algérie, si vous voulez, c'est que bon, le Maroc, on est d'accord, ils sont pauvres. Le Maroc, on est d'accord, ça va très mal. Le Maroc a un taux de chômage des jeunes qui est absolument délirant. C'est une catastrophe. Mais le Maroc est clairement ancré dans le camp occidental. Donc il n'y a pas à craindre une guerre déclenchée contre le Maroc par la coalition occidentale, puisque c'est un allié. Alors que l'Algérie a des... Vous savez, il y a un axe qui est en train de se mettre en place là. Un axe Irak, Syrie, Liban, un axe contre toute attente auquel la Turquie semble être en train de se rattacher, au moins en partie. Donc un axe qui n'est pas purement sunnite finalement. Un axe qui est eurasiatique et qui ouvre la porte à une réorganisation de l'espace eurasiatique sous la direction de la Chine et de la Russie, s'appuyant sur les puissances moyennes du monde musulman. Et l'Algérie est bien dans la lignée de cet axe. Si on prolonge l'axe, ça va en Algérie. Ouh, mais ça va pas plaire à tout le monde, ça, si jamais ça devait se concrétiser, monsieur. Oh là là. Ouh. Donc, ouais, non, ça risque d'être un peu chaud en Algérie, et c'est juste pour ça que j'ai dit ça. Mais je ne nie pas, cela dit, que l'Algérie ait des réserves de change, et que l'Algérie soit effectivement un pays, d'une certaine façon, plus solide économiquement que le Maroc. Ça, je ne le nie pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait... C'est un des points sur lesquels il faut regarder, quoi. Voilà, c'est tout ce que je... Concernant la Chine, plusieurs viewers, dont un certain Eric Barbman, et un certain Zarkos, on reparle de lui, me disent, alors je résume, hein, eux et d'autres, me disent en gros que je surévalue la puissance de la Chine et la trajectoire positive sur laquelle elle est. Alors, je voudrais rappeler une chose, je me suis sans doute mal exprimé, mais je ne crois pas avoir dit que je pensais que la Chine était sur une trajectoire si positive que ça. J'ai dit simplement que la façon dont je crois qu'on peut interpréter ce qui s'est passé en Chine récemment avec la réaffirmation d'un pouvoir autoritaire fort autour de Xi Jinping, ça veut dire que les Chinois ont décidé qu'ils n'avaient plus à discuter entre eux, qu'ils savaient où ils voulaient y aller et qu'ils vont y aller. En tout cas, ils vont essayer. Mais j'ai pas dit qu'ils allaient absolument réussir, j'ai pas dit que ça serait facile, j'ai pas nié le fait qu'ils avaient aussi de très gros problèmes. Ils en ont, c'est évident. Simplement, je voudrais bien faire comprendre ce que je dis. Je dis pas que la Chine va forcément gagner le grand jeu géopolitique du XXIe siècle. Je dis pas qu'elle est irrésistible. Je dis pas non plus que tout va très bien. Je dis simplement, eux, ils savent où ils vont et ils veulent y aller vraiment, quoi. Et ils sont en train de s'organiser pour ça. Est-ce qu'ils y arriveront, ça je sais pas, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Et ça fait contraste avec les États-Unis, où manifestement, entre les élites pro-Trump et les élites anti-Trump, il y a comme qui dirait de l'eau dans le gaz. Voilà. C'est la seule chose que je dis. Remarque de Robert Davis Senior. Le Brexit n'a pas encore eu lieu, donc on ne connaît pas encore son impact. C'est vrai, vous avez raison, bonne remarque. Je me suis exprimé un peu à l'emporte-pièce. Disons que ce que j'ai voulu dire dans ma vidéo en disant regardez, bon, le Brexit a été voté et c'est pas la catastrophe en Grande-Bretagne sur le plan économique, c'est que je réagissais par rapport au type de discours qu'on nous avait infligé avant et juste après le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Il faut se souvenir de ce qu'on nous avait raconté. Des discours absolument surréalistes de gens nous expliquant en gros que si la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne, elle ne pourrait plus avoir de commerce extérieur. Mais enfin, il y a 90% des pays du monde qui ne sont pas dans l'Union européenne, et ils ont un commerce extérieur. Donc si vous voulez, je réagissais par rapport à ce genre d'ânerie, juste pour dire, mais écoutez, non mais regardez, bon, c'est en train de se faire. Et visiblement, à ce stade, en tout cas, ça ne provoque pas de catastrophe. Après, c'est vrai que pour avoir le bilan définitif, il faut attendre
pas mal de temps, parce qu'il faut d'abord que le Brexit ait lieu, il aura lieu en 2019, et puis il faut attendre 3-4 ans ensuite pour pouvoir faire un bilan. Enfin, pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est qu'encore une fois, contrairement à tout ce qui semblait prévu, les Britanniques ont voté le Brexit et le RIL n'a pas coulé dans la mer, quoi. Autre remarque de Robert Davis Senior, est-ce que en gros, si j'ai bien compris, est-ce que je n'oublierai pas qu'il peut toujours y avoir un bond technologique? Tout à fait, vous avez raison, il peut toujours y en avoir un, et c'est la principale raison pour laquelle rien n'est prévisible. Il suffit que l'an prochain, il y ait un scientifique de génie qui découvre une nouvelle source d'énergie, et vous pouvez jeter au panier toutes les prospectives que j'ai établies ces derniers mois, et que tout le monde a établies ces derniers mois d'ailleurs, à peu de choses près. L'avenir n'est jamais prévisible, on est bien d'accord. Alors une question de Roudoudou, une question générationnelle. Je lis ce que me dit Roudoudou. Michel, 3 points d'exclamation. Les baby-boomers ont voté Giscard en 74 par peur des communistes. Ouais, enfin... Ils ont voté Giscard... c'est pas vraiment par peur des communistes, c'est... Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo pour expliquer aux petits gars qui arrivent dans ce bordel un petit peu des années 70-80. Ils ont voté Mitterrand en 81 pour jouir sans entrave. Oui, ça c'est plus ça. Là aussi, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu ça. Et il me dit Roudoudou, et nous. Donc je pense que Roudoudou, ça doit être un gars de la génération Y ou un millénial ou quelque chose comme ça. Et nous, me dit Roudoudou, on passe à la caisse. Alors ma réponse, je vais vous dire ce que je pense sur les différentes générations qui existent actuellement en France. Vous allez voir, j'ai des visions très arrêtées. Donc, on va commencer par parler des gens qui sont nés avant 1945. Donc, eux, ce sont des gens aujourd'hui qui ont 75 ans et plus. Pour moi, c'est des gens très respectables. C'est une génération très respectable. Parce que c'est des gens qui ont connu la guerre, comme enfants, comme adolescents, pour certains comme jeunes hommes et jeunes femmes. Et Dieu sait qu'ils en ont pris plein la gueule pour pas un rond. Ils ont connu la reconstruction, c'est eux qui ont reconstruit le pays. Bon, mais aujourd'hui, ils comprennent plus rien. C'est une génération paumée, parce qu'il faut voir que c'est des gens... Ils sont nés dans un monde où les anciennes structures étaient encore en place. Ils sont nés dans la France de Marcel Aimé. Ils sont nés dans des villages où les gens allaient à la ville une fois par mois sur une carriole. Ils sont nés dans ce monde-là, les types. Et là, ils sont aujourd'hui dans le monde des téléphones portables, dans le monde d'Internet, et ils ne comprennent plus rien. Donc très respectable, mais paumé. C'est la génération paumée. Ensuite, il y a les baby boomers. Alors Dieu sait qu'on en dit du mal des boomers. J'ai un peu envie de les défendre. Je ne veux pas dire par là que leur génération est défendable, parce qu'elle a effectivement été horrible. Horrible. Mais eux, en tant que personne. Je veux dire, il n'y a pas de raison statistique pour que la proportion de connards soit beaucoup plus élevée dans une génération que dans une autre, dans l'absolu. Qu'est-ce qui explique que cette génération a été si horrible, que ça soit la génération qui a raconté toutes ces conneries en 68 et dans les années 70, puis qui s'est converti au tout fric, au tout business dans les années 80-90. Cette génération des baby-boomers qui aura probablement consommé à peu près la moitié des ressources en matière première, les ressources énergétiques fossiles mondiales de son vivant, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui explique cette génération assoiffée de jouissance et irresponsable?
Bah, en fait, et c'est là le malheur, si vous voulez, cette génération, bah, c'est la fille de la génération d'avant. C'est-à-dire que la génération des baby boomers, moi j'appelle ça la génération des planqués, bah c'est les fils de la génération des paumés, cette génération très respectable qui a fait la reconstruction, mais qui aujourd'hui est paumée. Bon. Pourquoi ces braves gens, ces gens qui, cette génération de, comment dire, qui a témoigné de tant de qualité, a engendré cette génération de boomers jouisseurs merdeux? Eh bien parce que précisément, cette génération des paumés, elle avait tellement souffert, elle avait vu quelque chose de si horrible, que je crois qu'elle a vraiment reporté de façon massive le principe de plaisir sur ses enfants. C'est la première raison. Et vous le voyez très bien si vous étudiez un petit peu la chanson populaire, les films populaires des années 60, regardez l'image des jeunes dans les films des années 60. Vous avez un film là-dessus qui dit énormément de choses. C'est une comédie, comédie populaire, Les Tontons Flingueurs. Film mythique à cause des dialogues d'Audiard. Mais regardez bien le film et regardez bien le rapport entre les tontons flingueurs et les jeunes qui sont joués par Claude Rich et je crois Sabine Zignane. Regardez bien le rapport. Vous allez comprendre pourquoi les baby boomers sont les baby boomers. Première raison. Puis il y a une deuxième raison, c'est que la génération des baby boomers, c'est la première qui a grandi, qui s'est formée dans le monde d'après. Ils ont été élevés au contact du transistor et de la télé. Et ça a tout changé. C'est la première génération des sales cons élevés par l'audiovisuel. Sur en quoi ils ressemblent aux générations suivantes et pas aux générations d'avant. Et sur ce plan-là, ça n'explique pas pourquoi ils sont plus dégueulasses que, effectivement, historiquement, que leurs successeurs. On verra après pourquoi. Mais ça explique par contre pourquoi ils ont des mentalités différentes de ceux d'avant. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui les a formés. Donc c'est pas les baby boomers qu'il faut détester. Bon, ils ont été détestables, mais en fait, c'est pas eux qu'il faut détester. C'est le système qui les a produits. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Parce qu'aujourd'hui, que cette génération-là commence à arriver en fin de vie, on voit ce qu'a été son parcours. Et on va voir la fin de son parcours. Et on va voir mourir les baby boomers. Et ça va être terrible. Ça va être terrible. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Les générations d'avant, elles se préparaient à la mort. Leur cycle de vie les y préparait. Quelqu'un qui a été élevé dans la France de Marcel Aimé a dans la tête, dès son adolescence, la façon de penser qui fait que 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, il est prêt au moins à se préparer à la mort. Quelqu'un qui a été élevé dans la France des années 60-70, c'est plus la même chose. Donc il faut bien les regarder, ces baby boomers. Bon, vous pouvez les détester si vous voulez, c'est assez logique. Il serait assez logique que votre génération, monsieur Roudoudou, déteste les baby boomers. Hein, c'est assez logique. Mais en fait, c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est de comprendre d'où ils viennent et comment ils ont été fabriqués. Donc ça, c'est la génération des planqués. Alors après, il y a ma génération, la génération X. C'est-à-dire ceux qui sont nés en gros, on va dire, entre 60, 65 et 80 à peu près. Alors, moi j'appelle ça la génération des enfoirés. Pas seulement parce que c'est effectivement la génération qui faisait une partie du public des enfoirés au moment où ça a été lancé dans les années, je crois, 80, 90, je ne sais plus quand exactement. Je crois que c'est les années 80. Mais parce qu'en plus, c'est vraiment leur nature. Et là aussi, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi c'est une génération d'enfoirés? Pourquoi ma génération est une génération d'enfoirés? Quand les baby boomers sont arrivés à la fin de l'adolescence, avec dans la tête plein d'idées stupides que leur avaient mises dans la radio et la télé.
Ouais, il faut se dépêcher de monter dans le train du progrès pour jouir sans entrave. Il y avait plein de trains qui partaient, parce que c'était les 30 Glorieuses. Donc ils sont montés dedans, tout contents, et ils sont devenus des planqués. Mais quand ma génération est arrivée sur le train, sur le quai pour partir dans le train de la vie, à la fin des études, avec dans la tête les mêmes conneries que les baby boomers, puisque en gros, bon, c'est la télévision et la radio qui nous ont mis des ce qu'on a dans la tête, il y avait moins de trains. Parce que là, la crise avait commencé. Elle n'avait pas atteint le stade de gravité qu'elle a aujourd'hui, mais elle avait commencé. Et donc, il a fallu jouer des coudes pour monter dans le bon train. Et donc, ça a fabriqué des mecs qui sont assez enfoirés, quoi. Des petits vicelards. La génération des gens qui ont aujourd'hui, on va dire, entre 40 et 55 ans, quoi. Une génération d'enfoirés. Je n'aime pas du tout ma génération, personnellement. Pas du tout. De toute façon, je me suis jamais senti bien dedans. Je ne les ai jamais appréciés. J'ai toujours été en décalage, en malaise par rapport à ma génération. Cela dit, là encore, ça sert à rien de nous détester. Bon, vous pouvez si vous voulez. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui nous a fabriqués et pourquoi on est comme on est. Et puis alors après, il y a la génération que moi j'appelle la génération des baisers. C'est-à-dire, c'est la génération Y. Alors, vraiment, j'ai de la peine pour eux, quoi. En gros, c'est ceux qui sont nés entre 80 et 95, quoi. Alors eux, ce qui est terrible, c'est que ils ont quand même pas été complètement lobotomisés, ce qui est le cas en fait de leurs successeurs. Donc ils sont capables de se rendre compte à quel point ils se sont fait niquer. Et cependant, ils continuent à se faire niquer à mort. Parce que tout simplement, eux, quand ils sont arrivés sur le train, sur le quai du départ de la vie, avec dans la tête les mêmes conneries que la télé et la radio leur nous avaient mis dans la tête, eux, c'est pas qu'il y avait moins de trains, c'est qu'il y en avait presque plus. Il y en a eu très peu qui sont montés dans les bons trains. Et tous les autres, ils sont restés sur le quai baisés. Alors, c'est intéressant de voir comment cette génération va évoluer. Ça, je dois dire, c'est un mystère. Parce qu'ils sont les premiers à être massivement, vraiment massivement et réellement désenchantés. Ce n'est pas vraiment le cas de la génération X, même si Génération désenchantée, c'est une chanson caractéristique des années 80, etc. Mais en fait, nous n'avons vécu que le début du désenchantement. Le vrai grand désenchantement, c'est pour les Y. Est-ce que l'ampleur de ce désenchantement va les amener à une vraie remise en cause intelligente et sérieuse des conneries qui leur ont été mises dans la tête? Eh bien, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Je ne sais pas comment la génération Y va évoluer. Je sais que ma génération ne m'a pas surpris. J'ai toujours considéré qu'elle était très médiocre. Mais les Y, je ne sais pas. On va voir. Et puis alors après, donc après les paumés, les planqués, les enfoirés et les baisés, il y a les lobotomisés. C'est-à-dire les mecs qui sont nés en gros à partir de la fin des années 90. Alors eux, c'est des mutants. Donc eux, il faut voir que ce qui s'est passé, c'est que ils se sont pas simplement pris dans la gueule, comme les mecs de ma génération, la télé et la radio. Ils se sont pris dans la gueule les tablettes, ils se sont pris dans la gueule la réalité virtuelle, ils se sont pris dans la gueule un monde où, en gros, si un gamin réussit à atteindre l'adolescence sans être devenu autiste, chapeau, c'est un exploit. Donc, ils sont ailleurs. Alors eux, ils sont atomisés. Atomisés, les mecs. J'en ai fréquenté un certain nombre ces dernières années. Alors, par certains côtés, ils ont des aptitudes tout à fait étonnantes. Par exemple, ils ont un très haut niveau d'information sur le monde. Il n'y a aucune comparaison entre le niveau d'information sur le monde dont dispose aujourd'hui un gamin de 20 ans et le niveau d'information sur le monde dont je disposais à 20 ans. Il n'y a pas de comparaison. Ils en savent
50 fois plus. Mais alors, à côté de ça, ils sont complètement déstructurés, les mecs. Complètement. On dirait que, d'abord, la syntaxe a totalement explosé. L'orthographe, c'est un effondrement. Et ça ne veut pas rien dire quand même, parce que pour penser, on a besoin du langage à un moment. Et puis, il y en a beaucoup, vraiment, on dirait qu'ils ne peuvent pas se lever le matin, quoi. Et les garçons en particulier, c'est beaucoup plus net chez les garçons que chez les filles. Alors je sais pas ce que ça va devenir, je sais pas comment ça va tourner, mais eux, je dois dire que pour moi c'est des mutants, quoi. Je pense qu'il y a un nouveau tournant anthropologique qui a été pris, c'est-à-dire que le baby boom, la génération X et la génération Y sont des générations qui ont été élevées au contact de la télé et de la radio, avec les millennials, avec la génération que moi j'appelle les lobotomisés, les atomisés si vous préférez, là c'est encore autre chose. Ils ont encore été élevés au contact d'autres choses, avec d'autres médias, et ça va encore donner autre chose, et il est trop tôt pour savoir exactement quoi. Mais je dois dire que je suis vraiment effaré par le niveau de déstructuration mentale de cette génération. C'est en même temps beaucoup d'espoir, à cause de leur niveau d'information, mais en même temps sidérés par leur déstructuration mentale. Voilà. Voilà à peu près comment je vois les différentes générations. Et alors pour répondre à Roudoudou, et vous allez passer à la caisse. Mais non, Roudoudou, vous passerez pas à la caisse parce que de toute façon vous pourrez pas payer. Vous pourrez pas payer. Donc le système va s'écrouler. Je pense que les baby boomers vont mourir pauvres. J'espère sincèrement pour eux que ça sera enfin l'occasion tout à la fin de leur vie d'apprendre et de comprendre des choses. Il serait temps. Je ne désespère pas que, en s'en prenant vraiment bien plein la gueule, ma génération d'enfoirés ne trouve en elle des ressources pour se réveiller un petit peu aussi et pour devenir quelque chose d'humainement intéressant. On ne sait jamais. Je ne désespère jamais. Je pense que les Y, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. C'est certainement la génération qui aura le rôle le plus important à jouer. Alors, Sarfaraz Mignot. Je veux dire qu'il y a des pseudonymes sur YouTube qui me fascinent. Sarfaraz Mignot. Qu'est-ce que ça? D'où ça peut bien venir? Enfin bon. Sarfaraz Mignot me demande si les crypto-monnaies constituent une alternative intéressante au système bancaire. Alors ma réponse c'est que je ne sais pas, je suis en train d'étudier le sujet. Tout ce que je sais pour l'instant c'est qu'il faut se méfier. Il y a quelques semaines j'étais en dédicace chez Facta. Et il y a un monsieur qui est venu à la dédicace pour nous vendre le bitcoin, pour montrer sur son téléphone portable la courbe de ses avoirs en bitcoin, etc. Moi, je dois dire que ça m'embêtait un peu qu'ils viennent comme ça chercher à vendre du bitcoin dans ma conférence. Bon, je pouvais rien dire, j'étais même pas chez moi, puis bon, il a le droit. Hein, mais ça m'embêtait un peu parce que, si vous voulez, la courbe du bitcoin calque presque mois par mois la courbe du cours du bulbe de tulipe au moment de la grande bulle des tulipes en Hollande au XVIIe siècle. Alors c'est quand même un peu gênant. Donc, que ce soit intéressant, oui, qu'il faille s'intéresser à ce qu'on saura faire avec toutes ces nouvelles technologies, oui, bien sûr, mais en même temps, méfiance et surtout prudence. Et alors enfin, on a une question qui revient assez souvent. Par exemple, c'est celle de la vidéo faite par Naprava, une question qu'on va aussi trouver chez un monsieur comme William Kergroak. J'espère que j'ai bien prononcé. La question, en gros, c'est, bon, vous proposez des diagnostics, Michel Drac, très bien, mais finalement, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, par exemple, Naprava me dit, est-ce qu'il faudrait sortir de l'euro?
Comment faire pour couper court à l'évasion fiscale? Faut-il taxer les expatriés? Voilà, un certain nombre de questions économiques de cet ordre. Alors, ma réponse à M. Naprava. D'abord, je voudrais apporter une précision. Dans la mesure où j'ai constamment voté pour le camp perdant depuis que je vote, sauf Chirac en 95, ça a été ma grande erreur. En 1995, j'étais jeune et bête, j'ai été assez stupide pour croire au discours sur la fracture sociale. Bon, ça m'a servi de leçon, je me suis fait entuber une fois, après j'ai arrêté de me faire entuber. Donc depuis, j'ai tout le temps voté pour le camp perdant. Sauf également, ah oui, en 2005, j'ai voté non au référendum. Mais ça a quand même été le camp perdant, bien qu'il ait été majoritaire. Bon, voilà. Sinon, depuis 97, j'ai tout le temps voté FN. Tout le temps, quoi. Bon. Donc, dans ces conditions, si vous voulez, je me considère pas comme co-responsable du désastre. C'est-à-dire que moi, j'ai pas à apporter nécessairement de solutions, parce que c'est pas moi qui ai causé le problème. Je veux dire, si on avait écouté les gens comme moi il y a 25 ans, il n'y aurait pas eu d'immigration incontrôlée. Donc il n'y aurait pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui avec l'immigration, parce que les immigrés et les enfants des immigrés, ils ne seraient pas là. Si on avait écouté les gens comme moi, moi j'ai voté non à Maastricht en 92 aussi, hein, il n'y aurait pas de problème avec l'euro parce qu'il n'y aurait pas d'euro. Voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui c'est pas la peine de venir me trouver en me disant alors comment on va régler le problème de l'euro, le problème de l'immigration. Eh les gars, moi j'y suis pour rien. Hein. C'est allez demander ça aux imbéciles qui ont organisé ce bordel. Bon, c'est ma première réaction. Cela étant, comme il faut quand même positiver un minimum, je veux bien dire ce que j'en pense. Même si, de toute évidence, personne parmi les décideurs ne va tenir compte de mon avis, pour la beauté de l'exercice intellectuel, je veux bien dire ce que je pense qu'il faudrait faire. Je veux dire en termes politiques globaux. Bon, d'abord, je crois qu'il est beaucoup trop tard pour empêcher une catastrophe qui finira par se produire, je ne sais pas quand. À mon avis, nous avons passé le point de non-retour sur le plan démographique, migratoire vers l'an 2000. Après l'avoir passé sur le plan économique, je pense au moment de Maastricht en 92. À partir de là, sur le plan économique, c'était cuit, parce que l'euro, c'est une absurdité. En revanche, je pense qu'il n'est pas trop tard pour nous préparer à la catastrophe, pour la rendre la moins terrible possible, et aussi pour préparer le rebond qui suivra. Je pense qu'il faut penser la politique aujourd'hui au regard d'une probable diminution brutale de la population au XXIe siècle au niveau planétaire. Et donc je pense qu'il faut penser la politique en termes de survie nationale, régionale, locale, et que dans ces conditions, si vous voulez, il faut exclure toute forme de bisounoursisme. Dans le monde tel qu'il est, le bisounoursisme, c'est-à-dire l'idée en gros que ça va bien se passer parce qu'on ne veut pas faire de mal, c'est une pensée criminelle, c'est une doctrine criminelle parce qu'elle conduit ceux qui l'adoptent à la tombe. Donc je pense qu'il faut essayer de peser dans un sens tel qu'on va avoir en France un gouvernement autant que possible souverainiste, disons qui défendra la souveraineté nationale. Si possible en Europe, une coalition de tels gouvernements pour essayer d'aller. Alors une souveraineté européenne, ça me paraît difficile dans l'immédiat, mais une coordination européenne des souverainetés nationales en Europe, quelque chose de cet ordre. Parce qu'un tel gouvernement déjà défendrait le peuple français et pas des intérêts transnationaux. Fondamentalement, c'est pour ça que j'ai voté Le Pen en 2017. Pas parce que je pensais que Marine Le Pen était quelqu'un de, comment dire, d'exceptionnel et potentiellement un grand homme d'État. J'ai jamais pensé. Bon, j'ai quand même été surpris par l'ampleur de sa gamelle, c'est vrai, mais j'ai jamais pensé que c'était bon. Simplement, je voulais voter pour le candidat qui avait une chance d'aller au deuxième tour et d'essayer d'installer quelque chose d'important en termes de revendication de souveraineté. C'est pour ça que j'ai voté pour elle. Et en ce sens, d'ailleurs, pour moi, la question aujourd'hui est plus de savoir d'où parlent les politiques que ce qu'ils disent. Moi, je considère qu'il y a deux critères sur ce qu'ils disent. Régulation des flux migratoires et protectionnisme. Si c'est pas dans leur discours, on éjecte. C'est-à-dire que
s'il n'y a pas dans le discours, on va au minimum mettre une très forte régulation des flux migratoires. Et encore, c'est vraiment au minimum. Hein. Pour vraiment me plaire, il faut que ça soit écrit moratoire sur l'immigration. Et remigration dans la mesure du possible. Bon. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. S'il n'y a pas régulation des flux migratoires, ça m'intéresse pas. Et il faut qu'il y ait protectionnisme. S'il n'y a pas protectionnisme, ça m'intéresse pas. Bon. Bah, sinon, que devrait faire dans l'absolu, si on imagine qu'un tel gouvernement arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il devrait faire, à mon avis? Il devrait opérer une rupture franche. Je pense qu'il faut avoir le courage d'assumer une certaine forme de radicalité positive. Je pense qu'il faut avoir le courage d'assumer une certaine forme de volonté révolutionnaire. Pas pour le plaisir d'une radicalité de façade, mais tout simplement parce que c'est le seul moyen de garantir la survie de notre peuple à moyen terme. Ou en tout cas à long terme. Si on continue comme ça, on va crever. C'est un truc évident. Enfin, je veux dire, donc il faut rompre. Il faut assumer ce principe de rupture. Ce qui n'est pas facile. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir un discours débile. Aujourd'hui, tu as des types, quand on leur parle de discours de rupture, ils croient que ça consiste à employer des gros mots pour parler des flux migratoires. Voilà. Ouais, ils ont parlé des nègres, des bougnoules, alors ils sont dans la rupture avec les flux migratoires. Non, la rupture, c'est pas ça du tout. La rupture, c'est de se poser la question de concrètement qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. C'est ça qui compte. Et la vraie radicalité, c'est d'être capable de réfléchir à ça et de construire des propositions concrètes, sans employer de gros mots. C'est pareil sur l'économie. Il y a des types qui sont là, qui croient que la radicalité, ça consiste à aller demander, je sais pas moi, un autre monde est possible, alors on va le faire, etc. Non mais ça, c'est quoi cette bouillie? La radicalité, la vraie, ça consiste à dire, bon ben maintenant on va faire quelque chose qui va vraiment changer le système. Et sous cet angle d'ailleurs, si contre toute attente, Trump, à force de chercher à se donner des instruments de négociation en jouant l'outrance, fait péter le système de libre-échange mondialisé, il aura été radical, à mon avis, par erreur, mais il l'aura vraiment été. Parce que c'est ça la radicalité. La vraie radicalité, c'est de réfléchir à la façon dont tu dois t'organiser pour être capable de dire aux types qui vont t'expliquer « Ah ouais, non mais attends, si tu remets en cause le libre-échange, on va avoir de l'inflation parce que on pourra plus acheter des produits bon marché en Chine. » Oui, bah, ok, bah, on va réfléchir à comment s'organiser pour gérer cette inflation, pour prendre appui sur ce mécanisme, pour euthanasier la rente. Alors le jour où tu dis ça, sans t'énerver, hein, calmement, clairement, là tu commences à basculer dans la radicalité, et c'est un peu plus sérieux en fait que ouais, un autre monde est possible. Après si on rentre dans le détail, bon bah... Après dans le détail, il faut faire preuve de pragmatisme, c'est difficile d'être précis des années à l'avance, parce que de toute façon, si ce gouvernement doit arriver au pouvoir, ça sera au plus tôt en 2022. Dans quel état on sera en 2022? Est-ce que la question, ça sera de sortir de l'euro? Si ça se trouve, il n'existera plus en 2022. Il aura pété tout seul. Bon, le problème des riches qui échappent à l'impôt. Bon, alors, moi, à mon avis, effectivement, si on imagine que le système actuel continue à fonctionner globalement pendant un certain temps, et que de toute façon la question ne se règle pas par le rétablissement de frontières, sinon étanches, au moins très très régulatrices sur le plan économique, à ce moment-là, je pense qu'il faudra changer la logique de taxation. C'est-à-dire qu'au lieu de taxer des bénéfices, il faudra taxer des activités. Ce qui pose problème parce que la taxation des activités renforce la dérive inégalitaire dans un système. Donc il faudra mettre en place des dispositifs de compensation à cette dérive inégalitaire. Mais forcément, il faudra taxer les activités. C'est-à-dire qu'il faudra dire en gros aux entreprises,
Ok, votre siège social est à Pétaouchnok, donc vous ne faites pas de bénéfices en France, mais j'en ai rien à foutre, de toute façon, je prélève 5% sur votre chiffre d'affaires. Démerdez-vous. Avant, je voulais prélever 30% de vos bénéfices, maintenant je ne le fais plus, je prélève 5% de votre chiffre d'affaires en France. Ça posera le problème aussi du chiffre d'affaires fait par ces entreprises étrangères via Internet sur des clients français. Et je pense que là, à un moment, il faudra mettre en place des taxes à la charge du client. Encore une fois, après, pour rentrer dans le détail des années à l'avance, etc., ça c'est pas possible. Mais c'est l'esprit général, je pense, de ce qu'il faudra faire. Et ça suppose clairement un rapport de force, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il est bien évident que les gens qui bénéficient du système actuel n'accepteront pas facilement ce genre de logique. Comme je vous le disais, moi je pense qu'il faut assumer une volonté révolutionnaire. Bon, c'est mon point de vue. Après, concernant la question que soulève aussi M. Naprava à propos du budget de l'État qui serait hypertrophié, c'est vrai qu'il est hypertrophié, mais il faut comprendre pourquoi. Une chose qui me frappe, si vous voulez, chez les libéraux, bon, en général, ce qu'ils reprochent à l'étatisme est justifié. C'est-à-dire, quand les libéraux disent l'État ne gère pas bien, c'est vrai. Quand ils disent l'État coûte trop cher, c'est vrai. Quand ils disent l'État devrait laisser les initiatives des acteurs du marché se produire et intervenir le moins possible, ben en fait c'est assez vrai. Mais ce que les libéraux n'ont pas l'air de comprendre, c'est que généralement, si l'État intervient, c'est à la demande des marchés eux-mêmes, des acteurs des marchés eux-mêmes. Pourquoi on est intervenu en 2008 ? Parce que les marchés étaient arrivés au point où ils s'écroulaient sous leur propre poids. Parce que le problème du marché, c'est que c'est une instance dont le mode de gouvernance fait qu'elle est très performante tant que elle ne franchit pas ce qu'on appelle dans l'étude de l'évolution des systèmes un surplis. C'est-à-dire, tant elle ne franchit pas le moment où les capacités d'anticipation des acteurs sont complètement prises à revers, parce qu'on a passé un effet de seuil, si vous voulez. Et régulièrement, les marchés tombent à cause de ça. C'est une constante. C'est pour ça que la théorie objectiviste n'est pas exacte. La théorie objectiviste qui dit en gros, si tous les acteurs se conforment à des règles épistémologiques correctes, l'interaction des acteurs, l'intersubjectivité des acteurs va recréer une objectivité et on se rapprochera autant que possible de la réalité. Ça n'est pas vrai. Ça n'est vrai que tant qu'on n'approche pas du point de rupture, du surplis. Quand on franchit ce point de rupture, quand on arrive dans la catastrophe, dans la rupture d'équilibre dans un environnement, là, la théorie objectiviste est complètement prise à revers. C'est pour ça, fondamentalement, que ça ne marche pas. Et c'est parce que les marchés dysfonctionnent que l'État intervient. C'est-à-dire que le mythe de l'État régulateur, axiologiquement neutre, qui se contente de fixer les règles et qui laisse ensuite les marchés optimiser, ça fonctionne dans certaines limites. Mais à un moment, ça ne fonctionne plus. Il y a toujours un moment où ça ne fonctionne plus. Parce qu'il y a des choses que les marchés ne savent pas faire. Des seuils qu'ils ne savent pas franchir. Des décisions qui impliquent des masses trop grandes pour les acteurs individuels. Des ruptures d'équilibre inattendues que le consensus des acteurs n'a pas anticipé. Et c'est là que l'État intervient, et c'est pour ça qu'il intervient, et c'est pour ça qu'il est hypertrophié. La cause principale de ce mécanisme se trouvant évidemment dans la dérive inégalitaire permanente, qui oblige l'État, en fait, pour empêcher l'implosion des marchés des biens de consommation, à verser des prestations sociales. Qu'est-ce que c'est le déficit public ? En fait, c'est de l'argent qui, via les prestations qu'on donne aux pauvres, rentre dans les marchés des biens, ce qui évite l'implosion de ces marchés et donc la faillite des entreprises qui les alimentent. Et là, il y a toute une dynamique. J'ai remarqué que les libéraux ne veulent pas voir. Je ne dis pas qu'ils ont tort dans l'absolu,
Par certains côtés, moi je suis assez d'accord avec les libéraux, en tout cas avec les libéraux classiques, enfin les libéraux classiques, entendons-nous bien, les, disons les Adam Smith si vous voulez. Mais il y a une chose que leurs héritiers ne veulent pas voir, c'est que l'histoire a montré que le marché avait besoin d'un État, que cet État ne pouvait pas être que régulateur, il devait être en quelque sorte surrégulateur et intervenant en faveur des marchés, un État pro-marché. C'est ça l'État néolibéral d'ailleurs. Voilà, et ça c'est ce que l'histoire a montré. Bon. Tant qu'on sera dans la logique où on est aujourd'hui, avec le système, la société dans laquelle on est aujourd'hui, ce système capitaliste dans lequel on est aujourd'hui, on aura, pour compenser les dysfonctionnements de ce système, des États et des structures para-étatiques qui vont être hypertrophiées. On ne sortira de cette obésité de l'État, de ce caractère cancéreux des structures publiques, que le jour où on changera fondamentalement de modèle de société. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, la révolution dont on a besoin, c'est une révolution formidable où on change fondamentalement de société. Aujourd'hui, on vit dans un système qui est appuyé sur deux piliers, le travail salarié et le capital. Eh bien, c'est ça qu'il faut remettre en cause, mais fondamentalement, il faut inventer autre chose. Alors moi, je ne vais pas inventer tout ça, moi tout seul, hein. J'aime autant vous dire que bon, ça va nous occuper quelques générations, si le temps nous est laissé de le faire. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est cette question-là qui est posée. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas abordée, ça ne servira pas à grand-chose de dire, d'avoir des engueulades entre libéraux qui trouvent que l'État est trop gros et des anti-libéraux qui trouvent que les marchés dysfonctionnent. Bah oui, et pour cause. Les deux problèmes s'alimentent mutuellement. Bon, après, cela dit, après toutes ces grandes considérations plus ou moins vaseuses et qui serviront à rien, la réalité de la situation actuelle, c'est que de toute façon, dans l'immédiat, je pense qu'il n'y a rien à faire sur le plan politique en France. Je crois que l'élection 2017 a au moins eu le mérite de nous faire gagner du temps. Bon, il est clair que la population française, qui est dominée électoralement par son électorat âgé et conservateur, vraiment dans le sens le plus étriqué du terme, ne votera jamais à ce stade pour un gouvernement de rupture. Donc la seule chose à faire, c'est de nous préparer au choc externe annonciateur de la catastrophe, en espérant que le premier choc majeur précédera la catastrophe proprement dite, d'un délai suffisamment long pour qu'on ait le temps de l'exploiter politiquement pour se préparer. Est-ce que moi, personnellement, je vais m'engager en politique? Non, c'est pas ma vocation. J'essaye de faire avancer les choses en posant autant que possible les bases d'un débat constructif, et certainement pas en prenant parti. Mes objectifs à ce stade, c'est construire et diffuser des outils de réflexion. J'aimerais bien réussir à sortir le plus de gens possible de cette espèce de trip sous-idéologique dans lequel on est enfermé souvent en France, pour entrer dans une démarche assez simple du genre, bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait. Je crois que c'est utile aussi d'essayer de diffuser une culture du renseignement. Alors la mienne est très modeste, c'est celle d'un amateur, quelqu'un qui s'est intéressé à ça vu de l'extérieur, mais je crois qu'il faut le faire. Je crois que c'est important dans les milieux dissidents de diffuser cette culture. Ça n'empêchera pas les manipulations, mais ça les rendra plus compliquées. Et puis voilà, et puis il faut essayer de faire vivre le débat entre gens sensés, pour faire émerger progressivement une sensibilité capable de rassembler les gens sensés. Après, on a la question que pose monsieur Christophe Frémiot, et alors à titre individuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je vais vous dire, voilà, pour se protéger soi et sa famille, il faut avoir du bon sens, quoi. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est bien de ne pas être contraint de rester en région parisienne ou en grande agglomération.
Vous n'êtes pas obligé de déménager, hein, vous pouvez continuer à vivre à Paris si vous vivez à Paris, mais c'est bien d'avoir un point de chute. Un peu loin de tout. Je crois pas trop au scénario Mad Max, si vous voulez. Mais je pense en revanche que dans les années qui viennent, on ne sait jamais en France comment ça peut tourner, et qu'un mélange de la Grèce en 2010, de l'Argentine en 2000, ça peut déjà quand même donner des trucs assez désagréables dans les grandes métropoles. C'est pas la peine d'avoir une bad complète, mythique, à la Piero San Giorgio. De toute façon, je vais vous dire, ce genre de truc, ça a un sens pour un Suisse. Parce que là-bas, il peut imaginer un scénario Mad Max auquel il se prépare. Hein, Pierrot, il habite dans une vallée qui est sécurisée par l'armée suisse, et puis à 50 km, il y a Genève, quoi. Bon, ben ça se gère. Nous, en France, vous imaginez, si c'est Mad Max, la région parisienne, y a rien. Là, au moins, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de se préparer, y a rien, on peut rien préparer. À part le bug-out bag pour rester mobile, c'est tout. Hein. Sinon, bon. Non, le trick bad en France a un sens par rapport à des scénarios genre Argentine 2000 ou Grèce 2010. Dans ce cadre-là, ça a un sens. Moi, c'est dans cette optique-là que je le fais. Et je le fais d'ailleurs tout doucement. Hein, je veux dire, j'ai fait 10% de ce qu'il faudrait faire en théorie et 30% de ce que je pensais avoir fait à cette date. Cela dit, je vais vous dire, je regrette pas de l'avoir fait. Parce que faire 10% de ce qu'il faudrait faire en théorie, ça change déjà plein de choses. Et je pense qu'il faut le faire le plus vite possible, le plus tôt possible, au rythme qui est le vôtre, mais le plus tôt possible, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que votre vie, vous la soulèverez pas pour l'amener d'un lieu à un autre, d'une logique à une autre, vous la ferez glisser petit à petit au fur et à mesure des opportunités. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et moi, je vais vous dire, là en ce moment, là, je suis peinard dans ma ferme en Normandie, loin de tout. Je me suis organisé pour ne pas être obligé, je passe les détails de la façon dont je suis organisé professionnellement, mais je me suis organisé pour ne pas être obligé de prendre les transports en commun si je pouvais. Bon, en temps normal, je les prends, mais je peux ne pas les prendre. Je me suis organisé pour me déplacer le moins possible si je décide de pas trop me déplacer. J'ai développé des solutions, voilà. Bon, là, la grève de la SNCF, je vais passer à travers, quoi, à peu près. Bon, je serais un peu emmerdé, probablement, comme tout le monde, inévitablement, mais, je sais pas, sans commune mesure avec ce que ça aurait été si j'avais continué à habiter en banlieue parisienne comme c'était le cas il y a 10 ans. Oui, tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, et c'est bien qu'il y ait une minorité de gens qui se mettent dans cette optique-là, qui commencent à s'organiser, parce que ça fera des gens qui petit à petit vont faire un réseau stabilisateur, apaisant, au milieu d'une société qui va en avoir, je pense, grand besoin. Voilà. Eh ben, j'ai fini de répondre aux nombreuses questions qui avaient été posées. J'espère que j'en ai pas oublié. J'ai traité les principales, en regroupant certaines par thème. Donc, dans pas longtemps, dans 2-3 jours, je pense que je vais mettre là en ligne la vidéo d'actualité du mois de mars, qui sera donc mise en ligne début avril. Donc on va parler de géopolitique surtout, parce qu'il se passe énormément de choses à ce niveau-là. Je vous dis donc, à bientôt.